Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la gestion des angles fermés. Faire face à une chambre antérieure étroite est une situation extrêmement fréquemment rencontrée en consultation. Savoir comment l'analyser puis la prendre en charge peut parfois sembler complexe, et sans une connaissance théorique parfaite, la gestion peut vite devenir brouillonne et donc source d'erreurs. Je vais vous proposer ici de faire le point sur les éléments absolument fondamentaux du diagnostic d'un angle étroit, et nous verrons que ce terme ne doit plus être utilisé. Puis nous verrons dans quelle case ranger chaque situation. À partir de cette mise au clair diagnostique, nous verrons que chaque situation a une ligne de conduite assez définie. À la fin, vous devriez avoir les idées plus claires et vous aurez une diapositive regroupant l'ensemble de la prise en charge de tous les cas de figure. Plus vous aurez de la rigueur, et moins ça sera une contrainte en consultation et peut-être même retirerez-vous du plaisir à prendre en charge ces situations qui autrefois vous semblaient complexes. Dans cette première vidéo, nous allons reprendre les prérequis à savoir absolument maîtriser pour aborder sereinement la clinique. Nous parlerons de l'anatomie de l'angle irido-cornéen, puis de la manière de l'aborder en lampe à fente. C'est à ce moment-là que nous parlerons du rapport de Van Herik et de la grande star de ce cours qu'est la gonioscopie, et plus particulièrement la gonioscopie dynamique. Revoyons donc d'abord la base en commençant par des notions d'anatomie appliquées au sujet. Le cristallin se situe derrière l'iris et est relié au procès ciliaire par la zone nulle. Le corps ciliaire est séparé de la sclère par un espace clivable en chirurgie du glaucome, qui est l'espace supraciliaire. L'espace qui est formé par ces différentes structures est déjà un petit peu moins connu. Il s'agit du sulcus iridociliaire. C'est une structure qu'il sera essentiel de pouvoir identifier en UBM lors du diagnostic d'iris plateau, mais nous y reviendrons. L'angle irido-cornéen va être l'élément phare de ce topo. C'est une structure qui est composée d'avant en arrière de la bande ciliaire, de l'éperon scléral, qui est une saillie de la sclère au sein de l'angle irido-cornéen et apparaissant sous une bande blanche nacrée, du trabéculum, qui est la voie d'évacuation de l'humeur aqueuse, qui sera plus ou moins pigmentée en fonction des cas, et donc plus ou moins difficile pour identifier le degré d'ouverture de l'angle irido-cornéen. Enfin, la ligne de Schwalbe représente la limite de la couche des cellules endothéliales. Lorsqu'elle est hypertrophiée, elle est bien visible en lampe à fente. On parle alors d'embryon-toxon. Et elle pourra être pigmentée, et donc à ce moment-là très visible, dans les glaucomes pigmentaires et les glaucomes pseudo-exfoliatifs. On parle alors de ligne de Sampaolesi. Il ne faut pas confondre une ligne de Schwalbe pigmentée avec le trabéculum. Cela peut aboutir à un diagnostic d'angle irido-cornéen faussement ouvert. Pour pouvoir bien l'identifier, on peut utiliser, avec la fente de la lampe à fente, la technique du parallélépipède, qui est très bien expliquée sur un site dans lequel je reviendrai ultérieurement, qui s'appelle gonioscopie.org. Et ce sera tout pour l'anatomie. Passons maintenant à la clinique. Comme tout examen de dépistage, il n'est pas raisonnable de faire une gonioscopie pour chaque patient venant en consultation. Hormis les patients ayant déjà un glaucome et donc qui devraient avoir déjà eu une gonioscopie, il est essentiel d'identifier les patients qui pourraient présenter un risque de glaucome par fermeture de l'angle et donc qui devraient bénéficier d'une gonioscopie sans avoir de glaucome. Monsieur Van Herik a fait il y a quelques dizaines d'années une publication ayant abouti à une technique que personnellement j'utilise pour 100% de mes patients et qui nous permettent, en lampe à fente, de savoir facilement et rapidement chez qui il faut faire une gonioscopie. Cette technique consiste à estimer la profondeur de la chambre intérieure en la comparant à l'épaisseur cornéenne en extrême périphérie. Pour ce faire, le faisceau de la fente doit être le plus fin possible. Il doit être orienté à 60 degrés et donc se retrouver à grosso modo 90 degrés de la cornée. Et il doit être localisé en extrême périphérie, juste à l'endroit où l'on peut à la fois observer et la cornée et le début de la chambre antérieure. J'ai repris les images de la publication originelle pour vous montrer la stadification faite par Van Herik. Ici, l'épaisseur de la cornée en vert est aussi profonde que la profondeur de la chambre antérieure en rouge. Monsieur Van Herik avait classé cela en stade 4. S'ensuivent les différents stades de la classification jusqu'au stade ultime où l'iris vient s'accoler à l'endothélium en périphérie. Je ne trouve pas que cette stadification soit très utile en pratique clinique, dans le sens où rares sont les personnes qui s'en rappellent toujours par cœur. Toutefois, la technique de mesure, elle, est extrêmement pratique. Et moi, je vous disais que j'utilise pour 100% de mes patients. Et pour chaque patient que je vois, je note le rapport de Van Herik que je quantifie systématiquement.
Et donc, je remets les méthodes de mesure juste là. Personnellement, donc, je ne note pas les stades de Van Herik. Toutefois, je note une fraction. Et donc, un rapport de Van Herik égal à 1, ça veut dire que la profondeur de la chambre antérieure est égale à l'épaisseur de la cornée. Par la suite, si la profondeur de la chambre antérieure, comme on peut le voir chez les myopes, est plus importante que l'épaisseur de la cornée, je dis simplement que le rapport de Van Herik est supérieur à 1. Pour les valeurs en dessous du stade 4, c'est là où je fais rentrer la notation en fraction, avec lorsque la profondeur de la chambre antérieure est égale à 2/3 de l'épaisseur cornéenne, comme chez beaucoup de patients âgés qui n'ont pas été opérés de la cataracte, ou bien chez les hypermétropes, où là, la profondeur de la chambre antérieure peut être égale à 1/2 de l'épaisseur cornéenne. C'est d'ailleurs à ce stade que je commence à utiliser la gonioscopie de manière systématique, ou encore 1/4, ce qui correspond à peu près au stade 1. Et évidemment, pour ce stade, la gonioscopie de dépistage est aussi indispensable. Avec ce système de fraction, je n'ai pas besoin, et les autres médecins qui suivront le patient éventuellement après moi, n'ont pas besoin de retenir les stades de Van Herik, mais simplement de connaître leurs mathématiques. Dans ma pratique, tout patient ayant un rapport de Van Herik inférieur à 1/2 fait systématiquement l'objet d'une gonioscopie. Évidemment, ce n'est pas limitatif. Je fais des gonioscopies à beaucoup plus de personnes, et notamment toutes les personnes ayant un glaucome. Discutons maintenant de la gonioscopie. Lorsque l'on débute l'ophtalmologie, l'examen de l'angle iridocornéen au verre à 3 miroirs est extrêmement pratique. Ça donne de très belles images. C'est assez facile de faire l'examen. Toutefois, l'expérience clinique et le travail personnel, et notamment en allant sur ce site-là, gonioscopie.org, dont je vous parlais au début, doit vous faire progresser et doit vous faire abandonner l'utilisation du verre à 3 miroirs pour faire une gonioscopie. C'est long, c'est désagréable pour le patient parce qu'il s'agit d'un gros verre avec du gel, et par ailleurs, vous ne pouvez pas faire d'indentation avec le V3M, et donc vous ne pouvez pas interpréter d'autres angles que les angles strictement ouverts. Je vous recommande chaudement le site gonioscopie.org, qui pourra vous permettre à la fois d'aller voir comment faire les différentes techniques de gonioscopie, mais également de passer sur tous les diagnostics possibles et imaginables que l'on peut voir au niveau des angles iridocornéens, avec des vidéos qui sont très bien faites, et pour ma part, je ne passerai pas de temps à vous montrer des vidéos de ce site-là, il se suffit largement à lui-même. Ainsi, vous découvrirez que les verres à 4 miroirs sont des outils absolument indispensables, quasiment au même titre qu'un verre pour faire un fond d'œil, à tout ophtalmologiste. Et vous pourrez ainsi devenir de véritables professionnels de la gonioscopie. En parallèle de ce topo, voici donc quelques liens amenant vers ce site, et un autre où le rapport de Van Herik est détaillé. Et j'attire votre attention sur le fait que le chapitre qui s'intéresse au rapport de Van Herik est traité dans une sous-section des angles difficiles à interpréter. Il ne faut pas attendre d'avoir affaire à un angle étroit, à une chambre antérieure étroite, pour commencer à faire une gonioscopie. Il faut d'abord bien maîtriser l'outil, et donc faire beaucoup de gonioscopies chez, alors pas les patients, mais plutôt vos collègues, qui ont des angles ouverts, avant de s'attaquer aux angles fermés chez les patients. N'espérez pas avoir une expertise sur un angle fermé si vous ne maîtrisez pas absolument à la fois l'anatomie et la technique du verre à 4 miroirs sur un angle ouvert. Et c'est avec cela que nous terminons donc la première partie sur les prérequis à maîtriser avant d'aborder plus sereinement la partie diagnostic. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo qui parlera de classification de Foster. En attendant, je vous propose d'aller sur le site gonioscopie.org, de bosser et de vous entraîner sur vos collègues. À bientôt!